Mes parents ont toujours fait ça. Je pense que quand ils se sont rencontrés à 17-18 ans, la première année qu'ils se sont rencontrés, ils avaient leur cabane puis ils produisaient déjà leur sirop d'érable. Leurs parents, eux autres, là, mes grands-parents à moi, ils avaient toutes les deux des érablières. C'était comme un happening, là, dans le fond. Le monde, il venait là, il venait à la cabane à sucre, puis il venait aider à ramasser de l'eau d'érable, tout ça. Je sais pas s'il aidait tout le temps, mais en tout cas, ma grand-mère, il fallait qu'elle fasse à manger pour tout ce monde-là, en plein milieu du bois, avec un poêle, puis tout. C'était quelque chose. Tout se faisait à Chaudière puis au cheval. Quand j'étais petit, on avait un érablière juste pas tellement loin d'ici, je te dirais à 5 minutes quasiment à pied. C'est là que j'ai grandi. Toujours eu entre 16 à 20 quelques mille en taille. En 2002, j'avais fait le printemps avec mon père, puis en 2003, on avait fait l'acquisition de l'érablière ici. Puis en 2010, mon autre frère s'est joint à nous autres. On a acheté une érablière plus loin, finalement, dans le coin là-bas. Puis c'est ça, là, on est tombé aux alentours de presque 100 000 en taille. Et je suis attaché beaucoup à Saint-Ananas, ça c'est sûr et certain. Mais il y a des très bons producteurs aussi dans le coin du Témis et tout ça. Là. Puis on est toute une gang ensemble qui partage des idées et tout ça, puis qui peut avancer là-dedans. Mais c'est sûr qu'ici présentement, je pense qu'on parle de 700 000 en taille. Une possibilité peut-être de 400 000 encore, juste à Saint-Ananas pour un village de 300-400 habitants. Là. Présentement, je pourrais dire que Saint-Ananas serait vraiment fermé s'il n'y avait pas eu la sériculture. Ça, c'est sûr et certain. Et il n'y aurait pas eu de jeunes qui seraient établis finalement dans le coin. Puis là, il y en a quand même beaucoup là, qui se sont installés à Saint-Ananas, puis aussi aux alentours. À peu près tout le monde est touché de près ou loin par la sériculture à Saint-Ananas. C'est les choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, on peut avoir des érablières de plus grande envergure, puis tout ça. La technologie, c'est ça, elle nous aide beaucoup. Premièrement, juste au niveau des réseaux de collecte, on a commencé à enfouir des tuyaux, ce qui aide beaucoup au transport de station en station, puis tout ça, puis au gel, puis tout. Ça, c'est quelque chose de vraiment positif. À distance, je peux contrôler plus facilement mes stations, ça fait que je suis capable de savoir mes déclenchements, comment ça coule, je suis capable de voir mes niveaux de bassin, je suis capable de faire partir mes pompes à distance sans que je shale là. Fait que ça, je trouve que ça change beaucoup parce que tu es capable d'avoir les yeux partout en même temps. Comme elle est à 21, c'est sûr, j'ai pas plein vacuum en haut de ça, il y a de quoi qui se passe. On parle de capteurs dans le bout des lignes, tout ça, qui nous donne un suivi régulier finalement de notre vacuum. Puis le vacuum, c'est vraiment la pression qu'on a dans nos mains, c'est vraiment ce qui est une des pierres angulaires finalement de la production acéricole quand tu vas être plus performant. C'était pas notre routine d'aller voir à chaque 5 secondes comment il y a de vacuum au bout des lignes. Ça fait que là, on est capable d'avoir des données. Il y a de quoi qui se passe de pas normal? C'est vraiment le gouvernement qui est en arrière de notre système pour avancer. Mais on parle de gestion de l'offre, mais on parle aussi de réserve. Mais je le prends juste pour le consommateur lui-même. La réserve, qu'est-ce qu'elle fait, c'est que ça permet d'avoir tout le temps une réserve de sirop d'année après année. Ça fait qu'on est sûr que le sirop, il n'augmentera pas l'année d'après drastiquement, comme ça s'est déjà vu dans les années 90. On parle d'une banque de sirop aux alentours de 100 millions. On n'aurait pas dit ça, on n'aurait pas été capable de faire passer ça, mais mettons, là, 3 ou 4 ans même. Là. Fait qu'aussitôt qu'on va voir la banque diminuer un peu, on peut réémettre des entailles tout de suite l'année d'après. C'est que c'est quelque chose, c'est un procédé qui va aller très rapidement, puis qui devrait faire en sorte que ça n'arrivera plus qu'il va manquer de sirop. Puis si on parle pour le contribuable, on parle de ça ici, on parle d'une industrie qui réinjecte environ 300 millions dans toutes les régions du Québec. On a vraiment un système qui va super bien, qui génère beaucoup d'emplois dans les régions. Fait qu'automatiquement, le contribuable du Québec serait censé de payer un petit peu moins pour les régions. Puis on parle aussi d'une industrie, parce que moi j'aime beaucoup parler de l'industrie acéricole du Québec, là, que les producteurs, que les transformateurs, tout ça. Mais c'est une industrie qui va chercher quasiment de 800, je pense que c'est 800 millions ou 1 milliard dans d'autres pays qu'on ramène au Québec. Fait qu'on parle presque 1 milliard qu'on va chercher ailleurs, puis on vient investir dans l'économie du Québec. Fait qu'on peut se comparer à Hydro-Québec, puis on parle juste de sirop d'érable ou on parle juste d'une production acéricole. C'est que ça, c'est une affaire. Pour les producteurs, là, ça a été comme une stabilité. Une stabilité, ça nous permet de faire des choses comme ça. Ça nous permet d'investir parce que je sais comment je vais avoir l'année d'après. Même si j'ai eu un super bon printemps l'année d'avant, étant donné que je ne sais pas comment je vais avoir l'année d'après, je ne peux pas investir autant.
Mais en investissant, là, comme ici cette année, j'ai fait un agrandissement. Là, on parle d'une bâtisse que tu prends, que tu montes avec des matériaux du Québec puis tout ça. Fait que, moi, j'ai peut-être un investissement, je sais pas, de 500 à 600 000 cette année. J'aurais jamais fait ça, là. Mais ça, c'est tout de l'argent que j'ai réinvesti, soit par des employés, soit par des matériaux. Ou, tu montes un silo, on a acheté deux évaporateurs, c'est quasiment 100 000 chaque. Au lieu de prendre l'argent du Québec puis de l'envoyer dans d'autres pays parce que j'achète de l'huile de d'autres pays. Là, je l'envoie soit au Nouveau-Brunswick, soit l'argent reste au Québec finalement parce que je vais chercher ma granule beaucoup plus près. Fait que pour l'économie locale, c'est beaucoup mieux. C'est quasiment mes arbres que je pourrais couper qui pourraient revenir aussi dans mon silo. Ça fait que ça te fait travailler beaucoup plus localement. Si la météo nous favorise juste un peu, on va quand même bien s'en sortir. Puis les parts de marché, on va les conserver puis tout ça. Puis si on les conserve pas, on va augmenter nos entailles à chaque année. C'est qu'on va rester quand même les plus gros producteurs au monde de sirop d'érable. Jusqu'à temps, en tout cas, moi, mon but, là, c'est de rester les plus gros producteurs au monde jusqu'à temps que nos 300 millions d'entailles soient installées. La possibilité qu'on peut avoir finalement au Québec. Là. Je veux rester comme un leader au Québec, puis tout ça. Je veux qu'on soit plus agressif envers les autres productions dans le monde, puis je veux qu'on continue à développer finalement nos marchés, puis tout ça, puis qu'on travaille beaucoup là-dessus. Moi, je voulais tout le temps faire ça depuis que je suis tout petit. J'ai jamais osé demander à mes parents de m'aider là-dedans pour partir. Ici, là, c'est que ça venait quasiment d'eux autres, là. C'est sûr, quand ils me l'ont proposé, j'ai pas dit non. J'étais à l'université à ce moment-là, puis j'ai tout lâché. Puis je voulais vraiment faire ça. Puis je me disais tout le temps, mon père prendre sa retraite, peu importe où je vais être rendu dans la vie, je reviens prendre la cabane, ça c'est sûr.